Mais j'ai une définition du bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est de désirer ce qu'on a déjà. Et je pense que quand on a ça, on n'a pas de frustration. Imaginez un monde où chaque histoire trouve sa voix, où chaque talent éclaire notre époque. Raconte est un média digital natif à l'écoute de notre temps. Les interviews grand format sont le premier chapitre de l'univers Raconte. Écoutez-les en podcast, visionnez-les en vidéo et préservez-les grâce à nos publications imprimées collector. Notre passion pour l'image est infinie. Raconte, c'est le fond avec la forme. Préparez-vous à voyager au-delà des horizons connus, aux côtés de celles et ceux qui les redéfinissent. Bienvenue dans l'Odyssée Raconte. Raconte, la rencontre. Bonjour Laurent Bentata. Bonjour à vous, bienvenue à Mogador. Et bienvenue sur Raconte. Ravi. Comment on fait? On se voit, on se tutoie? C'est vous qui décidez. Vous êtes chez moi, donc je vous accueille et c'est vous qui fixez les règles. Ah ben, on va partir sur le tu si tu Allez, veux bien. j'adore, on y va. Ok. Dis-moi, qui es-tu? C'est une grande question, mais ça va prendre plus d'une heure à mon avis pour essayer de me définir. Mais je suis Laurent Bentata, donc j'ai la chance d'être le directeur du Théâtre Mogador et d'être aussi le producteur de tous ces beaux spectacles, ce qu'on appelle les musicals, qu'on développe depuis 18 ans, et notamment actuellement l'un des plus beaux spectacles, celui qui tient à l'affiche du Roi Lion depuis plus de 3 ans, de Mogador depuis plus de 3 ans, le Roi Lion. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. Ça, c'était pour la partie pro, mais quel genre d'homme tu es? Comment tu te définis? Je pense un homme passionné qui va jusqu'au bout des choses. J'ai une formation un peu commercial marketing, donc j'ai l'habitude de rien lâcher. C'est comme ça qu'on me définit. On m'appelle même Monsieur Plus des fois, quand les gens veulent me titiller un peu. Mais c'est ce que j'appelle de la passion. Donc de toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas à 150% et si on n'est pas un minimum passionné. Donc c'est mon cas. Je pense que c'est amoureux de ce que je fais. Donc j'arrive tous les jours... j'ai la chance de faire ce métier. Et c'est bien de dire que j'ai la chance de faire ce métier, de reconnaître que je fais un métier non seulement qui me plaît, mais qui m'enrichit tous les jours un peu plus. Pour contextualiser ici, parce que Raconte est autant en podcast qu'en vidéo, on est où? Là, on est à la Corbeille du Théâtre Mogador, un théâtre à l'anglaise qui accueille 1600 personnes tous les jours. Donc là, on est en montage encore, on est en réparation plutôt des éléments de décor du Roi Lion, puisque c'est un spectacle qui demandait énormément d'exigences techniques. Et donc, mais je vous accueille chez moi, c'est mon deuxième chez moi, mais j'y passe tellement de temps que je peux dire que c'est un peu mon chez moi. Mais d'ailleurs, on fait en sorte que ça soit le chez vous de tous les gens qu'on accueille, parce qu'ici, il faut que ça soit aussi bien que chez vous. C'est un peu notre leitmotiv quand on accueille le public tous les soirs. C'est une extension du salon, en fait, pour le public. C'est presque ça, mais vous savez, quand on fait du spectacle et quand on a la chance comme moi d'avoir les deux casquettes, à la fois d'être producteur de spectacle et directeur de théâtre, on maîtrise un peu plus l'expérience du spectateur. Et ce que je demande aux gens qui travaillent avec moi, notamment ceux qui font l'accueil du public, de demander aux gens de laisser leurs soucis dehors. C'est ça notre promesse, c'est de créer une bulle pour ces gens et de se dire que tout ce qui vous embête, tout ce qui vous chagrine, qui vous démoralise, et il y en a beaucoup de choses en ce moment, mais chez nous, ça n'existe pas. On va vous immuniser contre tout ça au moins pendant 2h30. Raconte, la forme avec le fond. On va revenir un peu plus loin dans le temps. Tu es né où? Tu viens d'où? Moi, je suis né en banlieue parisienne, il y a 53 ans déjà. J'ai vécu en banlieue parisienne, à Créteil, pendant longtemps, et là, je suis toujours en banlieue parisienne, pas très loin de Paris, à Charenton. Je suis un pur produit de la banlieue, école laïque. J'ai fait mes études à Créteil, justement, et puis après, je suis parti aux États-Unis. Donc, et c'est là-bas que j'ai été piqué par le virus de la comédie musicale quand j'ai découvert Broadway un jour. Comment ça s'est fait? Tu es arrivé un jour là-bas, donc à New York. Ouais.
pour tes études. C'était des études de quoi? Alors, c'est même pas des études, c'est plus drôle que ça. J'étais au pair. Ok, J'étais peut-être le seul garçon au pair. c'est vrai que Parce c'est assez rare. C'est assez rare pour le souligner, mais c'était un pari. J'avais envie, j'en avais marre d'être un peu à la traîne en anglais à l'école. Et je me suis dit un jour, mais il faut que de toute façon, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'être sur le terrain et d'être en pleine immersion dans la société américaine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli un dossier sans savoir vraiment s'ils allaient marcher. Et 1 mois ou 2 mois après, j'ai été appelé par une famille. Je suis parti et j'ai découvert les États-Unis. Et j'ai vraiment coupé. J'ai coupé, j'ai tout coupé parce que je connaissais personne aux États-Unis. J'ai coupé avec ma famille, mes amis, et j'étais en immersion. Et c'est comme ça que c'est une véritable leçon sur soi-même, sur la vie, et surtout, ça nous oblige à nous ouvrir vers l'extérieur et d'aller chercher des choses qui ne viendraient pas naturellement si on veut se développer, si on veut apprendre et si on veut avancer. Ça rejoint un peu ce que tu disais au début, le fait d'aller plus loin, Monsieur Plus, se dépasser un peu. Sortir de sa zone de confort, c'est important. C'est important parce que ça nous oblige à découvrir des choses qu'on n'imagine pas, sur soi-même encore une fois, mais sur les autres. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce qu'on apprend beaucoup des autres. Et on parlera peut-être de diversité parce que c'est un sujet qui m'est cher aussi, parce que je pense que la diversité des gens, la diversité de culture fait la force d'une entreprise. Et c'est ça aussi, aller vers l'autre, découvrir d'autres choses. Je pense que ça nous enrichit énormément sur un plan personnel, mais sur un plan collectif aussi. Le voyage aux États-Unis, tu as fait ça en quelle année? Ça fait, alors j'ai plus l'année en tête, mais ça doit faire environ plus de 30, un peu moins de 30 ans. Donc des années 90. Oui, exactement. Mais ça reste une expérience incroyable. Je me suis fait des amis d'ailleurs américains que j'ai toujours. Mais c'est surtout ma rencontre avec Broadway qui a été une marque forte, un marqueur fort pour moi. Et il y a un jour en particulier où tu t'intéressais déjà aux comédies musicales avant ou pas du tout? Alors oui, parce que c'est mon petit jardin secret, mais moi j'ai écrit une comédie musicale il y a là, plus de 30 ans, qui a eu un petit succès, mais un bon grand succès, même en Europe et en France surtout. Et là j'étais plutôt dans l'écriture, un peu producteur aussi, mais surtout dans l'écriture. Et donc j'avais toujours ça en moi, mais c'était un petit quelque chose, une petite lumière que j'avais en moi, mais sans jamais vraiment l'avoir développé plus que ça. Et quand j'ai été à New York, je me suis dit, cette activité est pour moi, en tout cas ce rêve est pour moi et j'ai envie de me l'approprier et le proposer aux gens. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, il y a les opportunités. La vie est faite d'opportunités, de toute façon. Et c'est cette opportunité-là de venir un jour rejoindre Stage Entertainment, qui a été l'occasion pour moi de faire et de travailler dans mon activité rêvée. Ok, mais il y a eu tout un tas de paliers par rapport à ça. Donc pour en revenir dans le temps où tu étais à New York, tu découvres un peu le milieu, tu vas travailler déjà un peu là-bas sur place dans le milieu ou pas du tout? Pas du tout. Ok, Pas tu du rentres tout. en France et c'est là que Exactement, ça se fait. pas du tout. C'est là-bas, j'étais dans les yeux d'un spectateur ébahi par l'émotion procurée par des spectacles comme Les Misérables, comme Miss Saigon notamment, qui sont les deux spectacles qui m'ont marqué là-bas quand je les ai vus. Donc vraiment en au pair, le dimanche, quand je ne travaillais pas, je prenais un sac à dos et j'allais arpenter les rues de New York et aller m'asseoir dans les théâtres, les sièges des beaux théâtres de Broadway. Et après, retour en France. Et après, retour en France, donc on continue et là on commence à travailler dans les médias. Ça a été aussi ma formation. J'étais en presse d'abord et ensuite pour le magazine Le Point notamment. Tu écrivais? Non, je m'occupais de tout ce qui est partenariat, régie publicitaire notamment. Et ensuite, j'ai rejoint la radio, un autre média pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, sur les radios Europe 1, Europe 2, RFM, où je m'occupais de tout le département partenariat et sponsoring. Ok, donc tu avais la machine médiatique de l'intérieur, si je puis. Exactement, et les médias sont clés. Éditorial, mais côté exactement, mais avec un lien direct avec l'éditorial, dans la mesure où quand vous êtes au partenariat, l'idée, c'est de faire la jonction entre des marques et la radio, d'avoir un contrat et de mélanger les valeurs communes, de trouver des valeurs communes entre une marque et une radio pour que ces marques s'intègrent parfaitement dans une émission ou dans un programme. Et à ce moment-là, le côté plus artistique du monde de la comédie musicale, ça te manque un peu ou comment? Pas encore vraiment, c'est-à-dire que j'ai ça en tête toujours, mais c'était pas une drogue encore, c'était pas quelque chose qui me titillait.
Ça a été encore une fois une opportunité quand plusieurs années après ma présence chez Lagardère, en tout cas dans les radios, je rencontre un de mes partenaires qui décide d'aller monter Stage et de rejoindre Stage pour être le directeur général. Il s'appelle Stéphane Huard, une personne à qui je dois beaucoup d'ailleurs, que je salue. Et c'est lui qui, un jour que je rencontre, et qui me dit qu'il monte Stage Entertainment. Donc, Pour contextualiser, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est Stage, c'est quoi? alors Stage, c'est le premier producteur européen de comédie musicale, avec un concept assez simple. L'idée, c'est d'avoir la propriété des théâtres, d'acheter des théâtres et d'être producteur du contenu qu'on intègre dans ces théâtres. Donc, et de le développer dans différents pays. Donc on est présent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en France, et de faire ces spectacles dans la langue de chaque pays, avec une équipe locale. Donc on prend des spectacles à Broadway ou dans le West End à Londres, et on les développe, adapte dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Tu dis adapter, il y a une forte, on va dire, modification ou adaptation de l'œuvre originale par rapport au goût du pays. Oui. Comment ça se passe? Alors on l'adapte, c'est pour ça que j'utilise un dessin adapté et pas traduire. Parce qu'il faut effectivement faire des clins d'œil des fois et trouver des codes culturels. Exactement, et on l'a notamment dans Le Roi Lion, on a plein de clins d'œil, je ne vais pas révéler ce qui est des petites surprises, mais sur des chansons françaises aussi qu'on touche du doigt ou qu'on aborde dans le spectacle. C'est important parce que ça montre un certain ancrage local. Quand on prend une œuvre internationale, connue mondialement, comme Le Roi Lion, Cabaret ou Mamma Mia, mais leur donner un vernis français, bien sûr par les artistes qui vont interpréter, mais aussi par ce qu'on va mettre dans leur bouche, par leurs mots et par l'adaptation. Ça veut dire qu'on doit trouver des vrais talents d'adaptateurs. C'est quoi? C'est des auteurs, des écrivains, C'est des auteurs, des écrivains, des gens qui parlent la langue anglaise parfaitement, bien entendu, parce que l'idée, c'est qu'on fait une adaptation dans un premier temps de l'anglais au français, mais on retraduit ensuite le travail de l'adaptateur du français en anglais pour que l'ayant droit qui ne parle pas français puisse voir si on a respecté quand même le texte et l'œuvre originale, avec cette souplesse qu'on aime avoir. Mais en général, on s'accorde avec les ayants droit et les auteurs pour avoir cette souplesse-là et cette latitude quand même de donner, encore une fois, un vernis ou une couleur française. Tu en parlais justement des ayants droit, des auteurs originaux. C'est quand même des immenses maisons. On parlait précédemment du Roi Lion Disney, succès mondial. Le dessin animé, je pense que tout le monde l'a vu. Vous allez toquer à la porte de Disney pour dire bonjour, nous sommes Stage. Nous voudrions adapter ça en comédie musicale. Oui, ça a été fait. Oui, c'était fait il y a 30 ans. Je pense qu'en Stage, c'était monté aux Pays-Bas d'abord, puis ensuite rapidement en Allemagne, puisque l'Allemagne est notre vaisseau amiral, puisqu'on a 10 théâtres en Allemagne. On fait 7 millions de spectateurs par an, et une grande partie en Allemagne d'ailleurs. Mais ça a été au début, quand le fondateur de Stage, Joop van den Lande, qui est le fondateur d'Endemol pour la petite histoire, a décidé d'arrêter la télé et de se consacrer à sa passion qui est le théâtre et de créer Stage. C'est lui qui a noué ses contacts avec Disney. Disney qui produit ses propres spectacles à Londres et à New York, mais qui souhaitait avoir un partenaire fort, notamment pour tout ce qui est européen. Et c'est ce qu'on a fait, et Stage s'est proposé, et c'est un partenariat qui dure, un partenariat fort, qui dure depuis plus de 30 ans, puisqu'on a tous les spectacles de Disney. Il n'y a pas que Le Roi Lion, il y a aussi Frozen notamment, Aladdin, entre autres, Hercule, pour le plus récent, La Belle et la Bête, Tarzan, je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est un vrai partenaire depuis des années. Le média Game Changer, multiples thématiques. On va en revenir un peu à toi, personnellement. Dans la famille, il y avait déjà une passion pour la comédie musicale, le spectacle vivant, ou pas du tout? Pas du tout. Alors mes enfants, oui, j'ai une fille qui est passionnée de comédie musicale et qui est une fan de Glee, de High School Musical notamment. Elle est bien tombée alors, on peut dire. Comment? Elle est bien tombée. Oui, je pense qu'il y a eu quand même une filiation normale et naturelle et affinitaire, on va dire. Mais dans la famille, non, moi j'ai des parents qui viennent d'Afrique du Nord, donc qui étaient des employés, des fonctionnaires, des gens très simples. Ils ne s'intéressaient pas à la culture? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ils avaient d'autres valeurs.
mais pas celle-ci. Mais voilà, mais j'ai une sœur qui travaille dans la culture aussi, puisqu'elle est maquilleuse, coiffeuse dans la télé. Donc on est un peu déjà dans le même domaine. En plus, dans un domaine d'excellence aussi, l'artistique, hein, puisque tout ce qui est coiffure et maquillage, on en reviendra, hein, notamment avec le Roi Lion, c'est quand même le summum de l'art, hein, aussi. Mais non, pas de prédisposition, en tout cas familiale à l'origine, qui aurait pu avoir un certain déterminisme pour moi et me pousser à prendre cette direction. Comment ça s'est fait alors? Encore une fois, un coup de cœur, une rencontre de cette comédie musicale que j'ai écrite il y a plus de 30 ans avec un partenaire et ami, un frère, hein, qui s'appelle Bernard Bitan, qui m'a... encore une fois, ça c'est une opportunité. La vie est faite, je me répète, hein, mais la vie est faite d'opportunités. On était, pour la petite histoire, hein, on était en colonie de vacances, j'étais animateur de camp de vacances avec des ados. Tu avais quel âge plus ou moins? J'avais 18 ans, 19 ans, donc ils avaient quasiment mon âge. Et on avait du mal à les animer, à leur proposer quelque chose dans les soirées qu'on doit faire. Et un jour, on s'est dit, on va écrire un spectacle. Et on a écrit ce spectacle, et on s'est dit, bah, c'est plutôt pas mal, parce que la réponse et l'accueil avaient été très favorables. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne va pas s'amuser en rentrant à Paris et louer un théâtre? Ah oui, carrément. Ouais, on est fous, on était fous à cette époque-là. Il y a un côté très entrepreneur. Oui, en fait. oui, déjà, mais on avait cette insouciance-là de se dire, allez, on va louer, mais avec la famille, les amis, on va remplir. Et puis on en a rempli une, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis après, ça a été, on a joué à l'Olympia, on a joué au Casino de Paris, on a joué un peu partout et en Europe. Et ça nous a pris des années. Ça continue là encore. Moi, je m'en occupe pas, bien sûr, mais mon associé est néanmoins ami. Lui s'en occupe notamment en Israël, où le spectacle se joue et s'est joué et va se développer prochainement. Raconte la forme avec le fond. Comme tu viens de le dire, les années passent, ça se professionnalise, je pense qu'on peut dire ça. Vu qu'au début, tu as fait ça en autodidacte, en fait. Ouais. Oui, un peu ça, c'est vrai. C'est vrai. Ton codec de l'époque. Exactement. Et puis après, là, on rentre. C'est autre chose, mais on garde la même passion, la même envie. Parce que, encore une fois, si on n'a pas cette petite flamme en nous, cette envie, cet amour pour le spectacle, pour l'émotion qu'on va procurer aux gens, je pense que ça veut dire que c'est la fin et qu'il faut arrêter de faire ce métier. Et d'ailleurs, je le prends même pas comme un métier. Je le prends comme une histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans. Comment on entretient l'histoire d'amour? Bah déjà, par la richesse des gens avec lesquels on travaille, par les rencontres, par les nouveaux spectacles qu'on fait, par même un spectacle comme Le Roi Lion qui entame sa 4e année. Il y a des artistes qui changent, on rencontre d'autres gens, on a changé un peu les équipes chez nous. Et puis ce spectacle, il est comme tous les spectacles, il nous apporte tous les soirs. Ce que je dis aux artistes en général, tous les soirs est une première pour le spectateur. Donc il faut que nous, on se rappelle l'émotion qu'on avait à la première représentation. Et se donner à fond, Monsieur Pius. Exactement. Toujours être sur le même niveau. Le premier jour. Ouais. Le même niveau d'exigence, se rappeler, c'est comme une histoire d'amour avec une femme. Hein. Il faut se rappeler la premier émoi qu'on a eu quand on l'a rencontré. 30 ans après, il faut qu'on ait la même chose. Sinon, ça devient la routine. Et ça, la routine, le spectacle vivant et le spectacle, la comédie musicale ne l'acceptent pas et ne le tolèrent pas. À quel moment tu vois que ça peut devenir routinier, qu'il y a un truc qui marche pas, qui marche plus? Quand on s'ennuie, quand j'ai plus envie de venir au spectacle, c'est jamais arrivé. Hein. J'ai la chance d'avoir mes bureaux dans le théâtre. Donc tous les soirs, avant de quitter mon bureau et de rentrer chez moi, je passe par le théâtre. Ça me permet d'humer l'atmosphère, de rencontrer des gens, de voir les gens. C'est rare dans une activité pour un chef d'entreprise de pouvoir tous les soirs côtoyer, j'aime pas ce terme, mais ces consommateurs, en tout cas les spectateurs, ceux qui nous font vivre. Et ça, c'est la chance qu'on a dans cette activité, de venir voir les artistes un peu chaque soir ou au moins une fois ou 2 fois par semaine, échanger avec eux, voir leurs problématiques, voir comment ils se sentent, comment ils vont, voir les spectateurs, voir le début du spectacle qui est incroyable. Et pour ceux qui n'ont pas vu Le Roi Lion, ne ratez surtout pas le début. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Mais voilà, ça me permet de voir les équipes, de discuter et d'être proche d'eux. C'est aussi, pour reprendre la première question du début, de se dire qu'est-ce qui me caractérise. J'ai envie de croire que je suis proche de mes équipes,
J'essaye d'être dans l'empathie, de comprendre les problématiques. Alors, on ne peut pas y répondre tout le temps, mais en tout cas de comprendre tout ça. Et il y a un autre trait de caractère qui est important, mais qui est important dans ce métier, où il y a notamment avec le Roi Lion ou dans le spectacle, où il y a presque 200 personnes qui travaillent tous les soirs, c'est l'humilité. On est tous au service d'une chose, la star, c'est le spectacle. Et nous sommes des acteurs au service de cette star. En s'effaçant finalement. Alors, en s'effaçant, non, parce qu'on apporte aussi son talent, mais au service d'eux. Au service d'eux, et c'est un travail collectif. Il n'y a pas une personne qui tire la lumière, même ceux qui sont sur scène. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a une fourmilière de petites mains, des artisans avec un grand A, qui travaillent tous les soirs pour faire en sorte que le rideau s'ouvre. Il ne faut pas oublier, nous, à 8h du soir, à 20h, tous les soirs, il faut que le rideau s'ouvre. Peu importe ce qui se passe derrière, peu importe ce qui se passe avant. Le spectateur, il a payé son billet, il est là, il est assis, il est là pour rêver. Et nous, on doit être à fond à 20h quand le rideau s'ouvre. Justement, par rapport à cette, en quelque sorte, obligation de résultat dont tu parles, il faut gérer toutes ces équipes et c'est des corps de métier très différents. Ça va effectivement des acteurs, des actrices sur scène, mais on a visité juste avant les coulisses, les costumes. C'est une petite fourmilière, un théâtre. Ça se passe pour l'info sous la scène, c'est bien caché. Et là, on a tous les accessoires. C'est un peu presque muséal. Non, c'est un travail minutieux. C'est le travail de l'artisan, très précis. C'est pour ça que je parlais d'exigence. Il y a une coordination forte et importante auprès de tous les corps de métier et de tous les acteurs. Je dis acteurs, hein, pas simplement ceux qui sont sur scène, hein, mais tous les autres. C'est aussi des acteurs du spectacle, sauf qu'ils sont des acteurs non visibles, mais dont le travail est indispensable. Donc c'est faire, et c'est un peu mon rôle aussi, en passant par des équipes sur lesquelles je m'appuie, d'être un peu le coordinateur, le chef d'orchestre de tous ces talents qui doivent travailler ensemble pour que ça soit au diapason, qui travaillent au diapason pour que ça soit vraiment un travail harmonieux et pour que le spectacle parle d'une seule voix et d'une force présente tous les soirs. C'est pas parfois un stress énorme de devoir coordonner tout ça en sachant qu'à 20h, clac, le rideau doit être levé, ça doit être parfait? Oui, mais après il faut s'appuyer, c'est aussi le propre d'un manager de s'appuyer sur les bonnes personnes. Le stress, il n'est pas là pour moi. Le stress, il est que c'est du spectacle vivant et qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et c'est ça qu'il faut appréhender. Alors avec un peu le recul et l'expérience, on commence à prendre de la bouteille, mais c'est un métier qui est très créatif. C'est un métier qui est très créatif dans, j'ai envie de dire, dans la capacité à nous surprendre par des petites surprises qui peuvent enrayer le cheminement d'un spectacle. Et il y en a, hein, encore une fois, tout est humain derrière et mécanique, ou en tout cas, donc il peut se passer quelque chose tous les soirs. En parlant de mécanique, on entend un peu de bruit autour de nous, c'est normal. Ils sont en train de monter la scène pour ce soir. Ouais. On est vraiment dans le côté coulisses, qui est aussi un peu une particularité de Raconte. On est là où ça se passe. Donc voilà, ça fait partie de la chose. Raconte la forme avec le fond. Comment on choisit un spectacle? Excellente question. Merci. Non, excellente question, parce que le risque du choix de spectacle, je ne choisis pas le spectacle que j'aime. Je choisis un spectacle, et on choisit, parce que c'est en général une décision collégiale, un spectacle qui doit plaire au plus grand nombre. Et comment on sait que ça va plaire au plus grand nombre? On ne sait pas. Il n'y a pas on imagine. Si on fait des études, on regarde comment ce spectacle s'est comporté dans d'autres pays. C'est la chance quand on a un groupe international. On fait des études, on interroge le public sur des titres, sur des vidéos qu'on a, des extraits du spectacle, sur des intentions. Mais même tout ça, à un moment donné, il y a un côté mystérieux dans la recette idéale. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette magique, mais on essaie quand même de faire des enquêtes, des études. À un moment donné, on se doit jeter à l'eau et c'est la prise de risque. Et c'est une rencontre avec le public. Elle prend ou elle ne prend pas. Des fois, il y a des spectacles pour lesquels je suis très fier de l'avoir monté, très fier artistiquement de ce qu'on a développé, mais qui ne prennent pas. Savoir pourquoi, on peut avoir des pistes, mais des fois,
c'est encore une fois le charme, mais aussi le côté un peu mystérieux et difficile de ce métier. Tu disais, voilà, il y a des fois où ça marche moins bien, où tu étais très content de l'aboutissement artistique. Quelles leçons tu tires de, on va dire avec des guillemets, ces échecs? D'essayer quand même de comprendre pourquoi et surtout si on devait le refaire, est-ce qu'on le referait de la même manière? Souvent, bien sûr, on pourrait apporter des modifications, c'est toujours facile de parler après, mais par moments aussi, on a j'ai notamment quelques spectacles qui ont gagné des prix, mais qui n'ont pas rencontré l'adhésion du public. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est formateur, ça nous apprend aussi sur nous-mêmes, sur nos équipes, sur nos capacités à appréhender un spectacle qui est peut-être un peu plus compliqué à la base, qui n'est pas un spectacle aussi en termes de notoriété comme Le Roi Lion ou Mamma Mia, mais qui est nécessaire aussi, qui est nécessaire dans ce qu'on doit faire vis-à-vis du public, apporter d'autres choses. C'est ça qui est fascinant et c'est pour ça que je veux développer plusieurs spectacles en parallèle, parce qu'il y a des spectacles qui sont complémentaires, qui s'adressent à des cibles différentes, à d'autres personnes et qui génèrent une émotion différente. Quand on fait, l'année dernière, j'ai produit 3 spectacles. Il y avait Le Roi Lion, Mamma Mia et Spamalot à côté. C'est 2 choses différentes. C'est 3 spectacles complètement différents, avec des artistes différents, des profils différents, une intention différente, une promesse différente. Et c'est tellement enrichissant. À titre personnel, tu vas souvent voir, j'imagine, des spectacles un peu partout dans le monde pour t'inspirer, voir un peu comment ils travaillent ailleurs? J'essaye, pas assez à mon goût, parce que, encore une fois, à vouloir être présent ici, et c'est important, ça nous limite quand même dans cette volonté d'aller voir à l'extérieur, mais j'ai la chance de pouvoir aller 1 ou 2 fois à Londres dans l'année et 1 ou 2 fois à Broadway pour voir les nouveaux spectacles, les spectacles qui pourraient un jour arriver à Paris, à Mogador ou ailleurs. Donc ça, c'est une chance de se mettre, mais toujours de ne pas regarder bien sûr, il y a le regard du producteur. C'est marrant, c'est ce que je dis à chaque fois. Le réflexe d'un producteur, c'est de compter à la fin le nombre de comédiens sur scène. Et ça, c'est un truc que j'ai depuis très longtemps. Il y a des formations professionnelles. Ouais, de calculer limite déjà le coût de production ou le coût d'exploitation du spectacle. Déjà ton tableau de bord. Exactement, quasiment, ou même de me dire je verrais bien cet artiste-là de chez nous qui pourrait complètement jouer ce rôle-là, mais de se laisser porter et de se dire, de se mettre vraiment dans le costume du spectateur et de se dire qu'est-ce que j'ai éprouvé comme émotion et surtout derrière, qu'est-ce que je vais en dire, parce que n'oublions pas que l'élément moteur majeur dans la communication, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui fait ou qui ne fait pas un spectacle. Et on peut faire tous les plans de promo, de communication, de partenariat, de publicité, peu importe. C'est le bouche à oreille. Donc ça veut dire que le nerf de la guerre, c'est les valeurs de production et c'est la qualité du spectacle. Parce que c'est de ça que ça part. C'est de là que ça part. Un spectateur qui sort et qui dit « ouais, c'était pas mal », en général, ça se voit immédiatement dans les chiffres. Spectateur qui sort, comme c'est le cas du Roi Lion, en disant « waouh », ce que j'appelle l'effet « waouh ». Cet effet « waouh », c'est l'effet démultiplicateur au niveau d'un spectacle. Quand tu en parles comme ça me fait penser au théâtre de boulevard du 19e siècle parisien, la grande époque où tout ça est apparu finalement, où il y avait même des gens qui étaient payés pour applaudir et tout, pour faire... C'est pas notre cas. Hein. Je n'en doute pas. Enfin, j'espère, sinon ça pourrait coûter cher, mais ça fait vraiment penser à cette image-là que j'ai vue dans un film d'époque récemment. Mais ça m'amène à me demander, est-ce que tu aimes l'époque actuelle, ou tu aurais aimé vivre à une autre époque de la comédie musicale, je ne sais pas, moi, au 19e siècle ou dans les années 60 ou autre, ou celle-ci te convient très bien? Non, j'ai pas de regret ou de nostalgie d'une époque ou une autre. Chaque époque apporte quelque chose de différent. C'est vrai qu'on l'a vu au niveau musical, les années 80 étaient incroyables aussi. Mais j'aime bien cette époque, et puis à nous de faire que cette époque soit unique, singulière, différente, forte, au niveau de la création, au niveau artistique, au niveau culturel. Donc je pense qu'on doit puiser notre inspiration dans ce qui a été fait, parce qu'il y a des artistes, des créateurs, des compositeurs, des auteurs qui ont fait des choses incroyables, mais à nous d'écrire une nouvelle page et de proposer des choses et de créer. Donc je ne suis pas dans la nostalgie. Je pense que ce qui se fait ici
en termes de création, sur les spectacles musicaux sont incroyables. On a des créateurs fous, comme par exemple Lin-Manuel Miranda, qui a créé The Height ou Hamilton. Là aussi, c'est un marqueur fort de notre époque. Donc non, j'ai pas de nostalgie et je profite à plein de l'univers créatif de notre époque. Comment on crée Comment cette on nouvelle crée? page? Je pense qu'on a des idées d'abord. Il faut qu'il y ait des auteurs qui arrivent avec des idées un peu folles. Et puis le rôle de producteur derrière, c'est de le mettre en scène et de trouver les bonnes équipes. C'est surtout, encore une fois, c'est ça, c'est un chef d'équipe. C'est celui qui va trouver les meilleurs dans chaque domaine, que ce soit dans l'écriture du livret, que ce soit dans la composition des musiques, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit pour les décors, les costumes, la lumière, le son. Voilà, c'est toute cette équipe qu'il faut composer et la faire jouer ensemble dans la bonne direction pour le bon spectacle, pour la bonne idée. Voilà, ça paraît simple comme ça, hein, mais bon, après, c'est jamais aussi simple que Il y ça. a beaucoup d'étapes et beaucoup de gens à mettre d'accord. Mais faire travailler les équipes ensemble. C'est vrai que c'est un mal qu'on peut avoir en France, que je constate par moment. Il y a des gens qui viennent avec des projets hein, et qui me disent moi, je vais m'occuper de la mise en scène, de la chorégraphie, et j'ai écrit. Ouais, alors que les anglo-saxons sont beaucoup plus dans des domaines d'expertise bien respectés. Et je pense que c'est une force quand même de se dire vaut mieux être 10 avec chacun un domaine d'expertise fort qu'être 3 à cumuler tout. Je ne crois pas au cumul de tous ces talents. Je pense des experts en fait. Oui, je pense que c'est beaucoup plus fort pour moi. Et plus efficace en tout cas. Il y a de fortes différences de consommation entre ces pays par rapport à la comédie musicale? Oui, oui et non. Oui, parce que culturellement, il y a des pays où la comédie musicale est plus forte. Par exemple, l'Allemagne est plus forte que l'Italie. L'Italie, c'est étonnant parce que tous les opéras. Oui, italiens. mais c'est plus complexe. Les comédies musicales sont un peu plus en retrait en Italie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais elles sont plus en retrait en Italie qu'en Espagne, hein, et même qu'en Espagne ou en Allemagne. En Espagne, c'est intéressant, c'est que les comédies musicales sont fréquentées par des jeunes générations. Le cœur de cible, il doit être 20, 35, 20, 40. C'est assez jeune. Là où dans les autres pays, on est plutôt sur du 30-50. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des différences. Heureusement, il y a des similitudes. C'est pour ça que quand on me parle du succès du Roi Lion, on me dit « mais vous voulez aller jusqu'où ?» Je lui dis « je sais pas, moi je dis simplement que en termes de référence, l'Allemagne, Hambourg, Roi Lion, 24e année. Madrid, Espagne, Roi Lion, 14e année. Paris, France, Roi Lion, 4e année. » J'ai envie de croire qu'on a un peu d'espace, même si on parle souvent de l'exception culturelle française. Et je pense qu'il y a quand même des dénominateurs communs et qu'un spectacle qui est fort en termes émotionnels, il est fort pour un Espagnol, il est aussi fort pour un Allemand, il est aussi fort pour un Français. Il n'y a pas de raison qu'on soit hermétique à cette émotion. En parlant d'émotion, ça serait quoi la bande originale de ta vie? S'il fallait mettre une musique. Une musique. J'adore Smile comme musique. Nat King Cole. Ouais. Et en plus, c'est beau de sourire. Je pense que la vie est faite pour sourire. Et j'ai une définition du bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est de désirer ce qu'on a déjà. Et je pense que quand on a ça, on n'a pas de frustration et qu'on profite déjà de ce qu'on a. Alors, c'est mon côté très spirituel, hein, certainement, mais c'est un leitmotiv pour moi et ce qui me permet de profiter de ce qu'on a et de voir le verre à moitié rempli, toujours, et d'être toujours positif. Un producteur, il se doit d'être positif et d'emmener tout le monde avec soi et de se dire on y va, c'est pas grave, il y a ça, c'est pas grave, on y va, regardez ce qu'on a fait déjà. Là, je vois mes équipes, on en parle, on a plein de problèmes, je dis mais regardez ce qu'on fait tous les jours. C'est incroyable ce qu'on vient de délivrer. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a encore des montagnes devant nous, mais regardez le chemin. Alors, il ne faut pas qu'on regarde tout le temps dans le rétro. Il faut se projeter, mais il faut aussi se satisfaire et se nourrir de nos victoires. Parce que c'est nos victoires qui feront en sorte d'avoir de moins en moins de défaites. Ce serait quoi la prochaine victoire espérée? Un deuxième théâtre. Ici à Paris? Ouais, c'est mon rêve. Et je travaille, hein.
Mais c'est mon rêve. Un existant ou une construction? Puis, ben, Toutes tout les options imaginer. toutes les options sont sur la table, monsieur. C'est comme ça qu'on le dit. Non, je regarde, tout est possible, mais j'en ai à la fois envie, j'ai la chance d'avoir un actionnaire qui me soutient dans cette démarche. Et surtout qu'on a la chance d'avoir énormément de contenu, on a des spectacles qui n'attendent que ça. Et je pense qu'on a un public qui n'attend que ça. Le nombre de gens qui me contactent, moi alors, qu'est-ce qu'il y a après le Roi Lion? Alors je lui dis, il n'y aura peut-être pas après le Roi Lion, il y aura du à côté du Roi Lion. Et c'est toute l'ambition qu'on a. Et ça sera fort parce que ça montrera définitivement, même si c'est déjà le cas pour moi, que la comédie musicale a un avenir à Paris, contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont pu prétendre. C'est une réalité maintenant. Le Roi Lion en est la parfaite démonstration, mais il y en a plein d'autres. Le succès des Misérables, le succès de Starmania, ça montre que ça y est, on y est, Public, oui. on y est. Et c'est pas un hasard si la comédie musicale qui est née en France, avec l'opérette, est une terre d'accueil propice, accueillante et développante, j'ai envie de dire, de cette esthétique. Tu as senti qu'il y a des périodicités, en fait, dans le temps? Il y en a toujours, parce que quand on a des fois beaucoup de comédies musicales et que ça ne marche pas toujours, bah, ça peut créer aussi un côté déceptif. Et c'est comme, encore une fois, hein, quand vous allez au cinéma, vous voyez un bon film, bah, ça vous donne envie de continuer à aller au cinéma. Vous allez voir un spectacle et ça ne marche pas trop, et ça ne vous plaît pas trop, bah, vous allez attendre un petit peu avant de revenir. Donc, moi, je pense que la concurrence, elle est vertueuse quand elle est de qualité. Et ça, c'est important pour moi. Comme tu le disais, il y a aussi cette temporalité. Un film, la durée de vie en ça, c'est peut-être 2, 3, 4 semaines. Tu viens de dire que des comédies musicales, il y a jusqu'à 24 ans. C'est-à-dire que les acteurs ont peut-être même déjà fait des enfants qui pourraient... Ça arrive, ça arrive. C'est fou quand même. Il y a des mariages pendant toute cette aventure, il y a des enfants qui naissent et on voit des générations. Mais là, on le voit déjà. Hein. On a des petits... Quand on a fait le Roi Lion en 2007, on l'a repris en 2021, on avait un petit Simba qui s'appelait Gwendal et qui est devenu grand Simba en 21, qui a tenu le rôle du Roi Lion pendant 2 ans. Donc, il y a des histoires de vie. On parle de l'histoire de la vie du Roi Lion. Mais il y a des véritables histoires de vie qui se construisent derrière ce spectacle et derrière ces spectacles. Raconte la rencontre. Alors, oui, la diversité, elle est clé. Quand on a un spectacle comme Le Roi Lion, on touche ça du doigt. Et on y est fortement, je dirais pas confronté, parce que c'est justement pas une confrontation, mais on se doit d'être concerné. Une ouverture. Ah, c'est une force, c'est une opportunité. Je pense que nos différences font notre force et nos forces. Et dans Le Roi Lion, quand on a, je crois, 11 nationalités, avec des profils complètement différents, c'est une force. Mais cette diversité, elle est liée à de l'inclusion, justement d'être ouvert au plus grand nombre, mais inclusif aussi au niveau de notre audience, de nos spectateurs. Parce que c'est vrai qu'un théâtre, c'est pas forcément accessible facilement. Nous, on essaye le plus possible de s'ouvrir, d'être accueillant au plus grand nombre, de laisser personne sur le bord de la route. Et donc, on a développé beaucoup d'actions autour de la diversité, notamment sur des publics empêchés, que ce soit les malvoyants, les malentendants. Comment ça se met en place pour les malvoyants? On fait des séances, sur les malvoyants, on fait des séances. Commentées? Commentées avec notamment un système pour l'année prochaine. On va même s'améliorer encore plus parce que là, on avait fait des séances dédiées. Mais l'année prochaine, on va prendre un système qui s'appelle Earcatch. Et les gens vont pouvoir avoir un commentaire en live. Donc, ils n'auront pas besoin d'avoir une séance en particulier pour venir n'importe quand et voir le spectacle avec des commentaires. Ils ont une oreillette. Exactement. Okay. Donc, c'est ça qu'on va développer. Là, pour l'instant, on fait des séances avec, pour les malvoyants aussi, avec des maquettes tactiles. Ils viennent un peu avant et nos équipes les accueillent et leur font découvrir les tissus des costumes pour qu'ils puissent mieux appréhender le spectacle compte tenu de leur handicap. Et prochainement, en janvier, on va faire une séance relax pour les publics neuroatypiques, des gens qui ont une sensibilité forte et qui pourraient être heurtés par certains sons trop forts. Donc, on va faire un spectacle un peu plus... alors, ça n'enlèvera rien à la qualité du spectacle, bien sûr, c'est tout le compromis qu'on a réussi à faire, mais en enlevant des sons forts, des gros... et même des lumières stromboses un peu fortes pour que ça soit pour eux beaucoup plus plaisant et pas heurtant. Donc
Ça aussi, c'est important. Pareil, on a développé les tickets suspendus, la possibilité aux gens d'acheter des billets et d'en offrir à ceux qui ne pourraient pas se permettre d'acheter un billet de spectacle qui est un certain coût, mais qui est lié au coût de la production. Voilà, les jeunes aussi, de faire venir des jeunes. Là, on va développer des programmes éducationnels pour que les jeunes générations puissent venir, je dirais même pas revenir, mais venir dans un théâtre, découvrir une œuvre, leur expliquer ce qu'il y a derrière, les coulisses. C'est important de leur expliquer en quoi tout ça peut être enrichissant pour eux. On accueille aussi des publics différents au sein de nos employés. On essaie de former, d'aller chercher des jeunes qui ont malheureusement abandonné les études ou qui sont en marge de l'éducation scolaire pour les ramener dans le monde du travail. Là, on a développé des choses. On a accueilli 4 stagiaires dans nos équipes d'accueil du public et notamment, il y en a 2 qui vont rester avec nous. Ça, c'est des éléments forts. On a formé des techniciens, puisqu'on a des besoins de techniciens. On a été là aussi chercher des jeunes dans des quartiers défavorisés et on les a formés dans différents théâtres. C'est-à-dire que ça a été un projet beaucoup plus vaste, puisqu'on l'a monté avec notamment Morgan Spielmaker du Théâtre de la Renaissance, où on a placé une dizaine de stagiaires dans une dizaine de théâtres qui ont appris le métier notamment sur la scène, de tout ce qui est montage des décors, de gestion sur scène d'un spectacle. Voilà, donc on forme des gens. Et puis le dernier, je dirais last but not least, comme disent les Anglais, la transmission de nos savoirs, la transmission notamment artistique. Et on a monté une école il y a 5 ans avec les cours Florent, qui s'appelle la classe libre comédie musicale libre, parce qu'elle est gratuite. Et justement, c'était important qu'il n'y ait pas de barrière, d'un critère de prix ou monétaire pour nous empêcher de découvrir des talents et de les faire grandir. Donc on en est à la 5e promotion, avec la possibilité donc, pour ces jeunes, d'être formés par nos équipes artistiques françaises, mais aussi américaines quand elles viennent. Par exemple, le Roi Lion, quand on a nos équipes artistiques, on en fait profiter via des masterclass. Et ces jeunes ont la possibilité d'accéder directement à nos castings, parce qu'on les forme au casting. On s'est rendu compte qu'on voyait des gens arriver, casting, des gens n'étaient pas préparés. Donc ça peut faire peur aussi. Hein. Alors ça, c'est autre chose, mais ça veut dire que la peur, elle s'apprivoise, et elle se prépare, elle se travaille. Il y a une préparation à ça, et c'est ce qu'on leur diffuse, et on les forme à ça. Et à la fin, ils ont la possibilité d'accéder directement à nos castings, et on a vu des réussites flamboyantes. Parce que là, je crois qu'il y a 4 artistes qui sont dans le Roi Lion, donc ils sont sortis de l'école. Dans le Roi Lion, on a eu une artiste notamment qui est sortie de l'école et qui a fait le premier rôle de Mamma sur la scène du Casino de Paris pendant 6 mois. Pas mal. Je pense que c'est ça la promesse d'avoir quelque chose de concret et de ne pas se dire je vais vous former et que derrière après, non, nous on essaye de créer une histoire complète avec un début, un milieu et surtout une fin heureuse pour eux. D'où ça te vient, cette fibre sociétale? Peut-être parce que je viens d'un milieu social très humble, comme je disais, et que c'est important. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai réussi, et de faire profiter. C'est important de voir les autres réussir aussi, et de dire que n'importe qui peut réussir à partir du moment où il a envie, il a la passion, il a le respect, il a envie d'apprendre et de se dépasser. Et c'est certainement ça qui m'émeut beaucoup dans cette volonté de tendre une main et d'emmener les gens vers un succès, vers un développement personnel, puisque le succès, c'est aussi un développement personnel. C'est ça qui me touche beaucoup, en tout cas dans cette démarche. On arrive à la fin de cet entretien. Et il me reste à te poser la dernière question, qui est la même pour tout le monde. Qui voudrais-tu voir, entendre, écouter dans Raconte, à ta place? Wow. Lance l'invitation. Il y avait déjà l'effet wow dont tu parlais tout à l'heure dans ta réponse. C'est bon signe. Moi, il y a 2 réalisateurs qui sont des amis en plus, que j'apprécie beaucoup, parce que je parlais d'humilité tout à l'heure, et je pense que c'est des gens qui sont restés tels qu'ils étaient, alors que l'immense succès qu'ils ont eu aurait pu les autoriser en tout cas à avoir la grosse tête.
c'est Eric Toledano et Olivier Nakache. Et je pense que c'est à la fois des génies créatifs et des humains et des êtres humains très chaleureux et très sympathiques. Donc voilà, j'aimerais bien les voir et leur demander de nous raconter tout ça. Et quelle serait la question que tu leur poserais? Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui et quel est encore le challenge que vous n'avez pas relevé? Ça me donne un petit twist. Et toi, quel serait le challenge que tu n'as pas encore relevé? Question subsidiaire. J'y ai un peu répondu tout à l'heure en disant un deuxième théâtre. Ah oui, mais il y a un spectacle dont je rêve et j'ai la chance de ne pas être le seul à en rêver parce que tout le monde m'en parle à chaque fois, c'est Mary Poppins. Je rêve de voir demain Mary Poppins voler au-dessus du public. Voilà, mais comme tous mes rêves en général, j'espère le rendre devenir accessible et surtout de faire en sorte qu'il devienne réel. Eh bien, on te le souhaite. Merci. Merci. À bientôt. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos photographies et écrits sur raconte.media ainsi que sur nos réseaux sociaux. Raconte est une création originale d'Anthony Dehé et Michel Bourgeois, du studio DB Création, spécialisé en design de marque et photographie. Vous avez apprécié cette rencontre? Partagez-la sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur votre plateforme préférée. Cela contribue réellement à la visibilité de Raconte. Une suggestion d'invité? Écrivez-nous.